Bonjour, bienvenue dans l'invité. Aujourd'hui, je reçois Joëlle Maison pour l'interview. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes députée bruxelloise des filles, vous êtes aussi échevine de l'instruction publique à Uccle. Tout d'abord, une question, évidemment, tout le monde se pose maintenant. Qu'est-ce qu'on doit penser de cette grève de la STIB? 2 syndicats sur 3 estiment qu'il n'y a plus de véritable dialogue social au sein de la STIB et du coup, peu de métro, peu de bus, peu de trams. Votre réaction? Réaction A, je vous en propose 3. A, le droit de grève est sacré, on n'y touche pas. Réaction B, il faut un service minimum. Réaction C, je suis venu en voiture. Alors, quelle est votre réaction? Alors, je vais peut-être vous étonner, mais je suis plutôt pour un service minimum. En l'espèce, c'est un peu risible. Hein. On se trouve dans une situation où 2 syndicats sur 3 ne sont pas d'accord, ou un syndicat sur 3 n'est pas d'accord avec la grève. Bon, je ne mets pas du tout, évidemment, en cause la légitimité du droit de grève, qui est un droit fondamental. Mais ici, on prend vraiment les citoyens et les travailleurs en otage. On les empêche d'aller travailler. On met à mal l'économie et justement le déplacement des gens vers leur travail. Donc je trouve qu'en l'espèce, à partir du moment où les revendications ne sont pas extrêmement claires, je trouve que là, au moins, il lui fallut un service minimum. Donc la proposition MR de proposer un service minimum. Parfois, je suis d'accord avec le MR. Ce n'est pas systématique, loin de là, mais là, parfois, je suis d'accord avec le MR. Et je trouve qu'un service minimum est la moindre des choses dans le cas des services publics et des transports publics, a fortiori avec les incitants que l'on doit proposer pour les transports publics et le problème de Bruxelles qui est complètement embouteillé. Alors parlons un peu d'enseignement, ça c'est votre cheval de bataille. C'est ce lundi d'ailleurs que démarrent les inscriptions pour les premières années en secondaire. On a 3 semaines hein, donc pour la première phase. On sait déjà qu'il y aura 500 élèves supplémentaires à Bruxelles par rapport à l'année dernière, mais il n'y aura pas une place supplémentaire, sauf si on en trouve à Uccle quelques places supplémentaires, mais il n'y aura pas d'école nouvelle en septembre 2018. Alors comment est-ce qu'on gère ça, cet afflux d'étudiants? C'est très mal géré. Alors le décret d'inscription, vous savez, je pense que des filles en pensent. On pense qu'il faut totalement réformer ce décret d'inscription. On n'a pas de solution miracle, hein, donc il n'y a personne qui va vous dire que tout le monde, après une solution miracle ou un programme politique appliqué miracle, que tout le monde aura la première école de son choix, de son premier choix. Mais ce qui ne va pas dans le système actuel, je trouve, c'est que les 2e, 3e, 4e ou 5e choix sont des choix de relégation et ne sont pas des choix satisfaisants. Donc on peut ne pas avoir sur le principe l'école de son premier choix, mais il faut impérativement que l'école de ses autres choix soit des choix acceptables pour les parents. Et ce n'est pas le cas pour le moment. Et comment vous expliquez que paradoxalement à Bruxelles, il y a plus de places disponibles pourtant que de places demandées? Parce qu'il y a des écoles où on ne veut pas aller. Mais c'est une question d'attractivité des écoles. Et nous, on a vraiment une proposition qui nous semble très intéressante, c'est de multiplier les premiers degrés autonomes. Parce que le problème de ce genre d'écoles qui ne sont pas du tout attractives, c'est que le degré supérieur, que ce soit le technique, le qualifiant, ou la piètre qualité ou la piètre réputation du degré supérieur, colore en fait le degré inférieur. Et donc colore négativement le degré inférieur. Il faudrait les séparer alors? Il faudrait séparer, il faudrait créer un maximum de structures de premier degré autonomes. Et ça permettrait d'abord de créer des écoles et d'augmenter le nombre de places de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus aisée. Et en plus, de faire en sorte qu'il n'y ait plus cette coloration négative qui fait en sorte qu'effectivement, il y a des écoles où il n'y a aucun formulaire unique d'inscription qui est envoyé. Mais par exemple, vous dites que ce serait plus facile de créer de nouvelles écoles, mais en fait, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de créer des écoles alors qu'il y a de plus en plus d'étudiants? Il y a des questions d'urbanisme, il y a des questions de terrain. Je ne dis pas que c'est facile et magique, mais simplement faire un relevé des écoles où ça ne fonctionne pas, où la fréquentation des élèves et du degré supérieur. À Uccle, tout est merveilleux, évidemment. Quelle question me posez-vous? Non, mais sérieusement. Non, à Uccle, on est une commune qui concentre un grand nombre d'écoles et où il y a
très peu d'établissements, ou il n'y a pas d'établissements en fait qui ne sont pas ou peu fréquentés ou peu demandés. Vous n'avez pas ce problème-là en tout cas. On n'a pas ce problème-là sur la commune d'Uccle et justement les écoles d'Uccle sont en général très très demandées parce qu'elles ont plutôt bonne réputation. Je ne parle pas simplement de l'enseignement primaire puisque nous ne sommes responsables à la commune que de l'enseignement primaire et du secondaire spécialisé, mais de manière générale l'enseignement à Uccle est plutôt un enseignement qui est en tout cas considéré comme attractif par la population. Alors, restons dans les questions d'enseignement. Le pacte d'excellence, où en est-il? Est-ce que ça avance? On se pose parfois des questions là-dessus. Ah, ça avance rapidement, ça avance au pas de marche. Fort heureusement, la ministre a décidé d'impliquer le Parlement de façon plus étroite. Donc aujourd'hui, les questions phares sont les questions de grille horaire, finalement, qui sont régulièrement soumises à l'avis du Parlement. Alors voilà, on a ce travail, on a ces groupes de travail sur les référentiels étant finalement le contenu. Quoi apprendre aux élèves. Donc il y a des groupes de travail, 9 groupes de travail qui planchent sur les référentiels. Et parallèlement à ça, il y a également des réflexions qui sont menées sur les grilles horaires et sur lesquelles le Parlement devra se pencher très prochainement. Mais beaucoup de professeurs ont peur. Profs d'histoire ont peur, profs de géographie ont peur, les profs de religion et de morale ont peur déjà depuis plusieurs années. Il y a aussi les profs de latin. Est-ce qu'ils ont vraiment quelque chose à craindre ou est-ce qu'on va les oublier au bord de la route ou bien est-ce qu'ils seront toujours dans l'école demain? Alors, tout changement implique des peurs. Ça, c'est la première chose. Et tout le monde a peur du changement. Je veux dire, c'est une règle qui ne joue pas seulement dans le milieu de l'enseignement, mais qui, a fortiori, dans un milieu d'enseignement qui est souvent très conservateur et travaille finalement à milieu fermé, puisque les enseignants sont face à leurs élèves toute la journée, finalement, ce qui n'est pas un rôle facile, et face aux errements aussi de la formation initiale, parce que le pacte, sur lequel j'ai plutôt une opinion très positive, le pacte doit impérativement s'accompagner d'une réforme de la formation initiale. Alors, Monsieur Marcourt, on va s'y pencher enfin. Le Parlement va s'y pencher, mais ça fait fort longtemps qu'on l'attend, cette formation initiale. Et je comprends que les enseignants redoutent des changements à ce point fondamentaux, alors qu'ils ne seront pas outillés pour ce faire. Donc, il est fondamental qu'aujourd'hui, qu'on planche sur la formation initiale des enseignants pour justement leur permettre d'avoir des outils pour ne plus avoir peur. Donc de la formation, par exemple, pour pouvoir changer soit de méthode pédagogique, soit de contenu de cours. De la formation initiale des jeunes, puisque le niveau n'est pas excellent aujourd'hui, c'est un euphémisme à la sortie des écoles normales, et d'autre part de l'accompagnement. Les enseignants doivent impérativement être accompagnés justement dans le cadre de ces réformes d'envergure qui vont tout à fait changer le paysage de notre enseignement. Vous dites que les jeunes enseignants qui sortent aujourd'hui n'ont pas une formation suffisante, il faut la durcir? Non. Il faut l'allonger, il faut l'approfondir, il ne faut pas la durcir. La durcir, c'est peut-être un terme un peu péjoratif. Il faut en tout cas l'accentuer, enfin mettre l'accent sur les nouvelles pratiques pédagogiques, sur l'apprentissage de la langue française et la maîtrise de la langue française. Moi, je reçois des tonnes de CV dans lesquels il n'y a pas une phrase ou il n'y a pas une faute d'orthographe, des postulants enseignants. Donc, c'est absolument hallucinant. Donc, il faut absolument axer la formation des enseignants sur la maîtrise de la langue, de l'apprentissage qu'ils vont devoir eux-mêmes inculquer aux enfants. Donc ça, c'est fondamental. Parlons justement de cours de langue, parce qu'il y a quelques semaines, maintenant, André Flau a dit qu'il fallait promouvoir davantage les cours d'arabe. Est-ce qu'il y a des cours d'arabe aujourd'hui dans les écoles d'Uccle? Vous savez s'il y en a? Non, pour le moment, non. Il y a pas, je ne connais pas l'état de la situation partout, mais je trouve que la proposition de M. Flau est d'un électoralisme absolument affligeant. Donc aujourd'hui, on est à l'aube d'une réforme totale de l'enseignement qui fait peur à beaucoup de monde. On doit axer, le rôle de l'école, c'est quoi? C'est la maîtrise de la langue de l'enseignement. Ce sont les savoirs, ce sont les compétences, ce sont toutes les qualités qui seront requises dans la vie professionnelle. C'est l'émancipation aussi par rapport à son milieu familial, c'est le développement de l'esprit critique. Et M. Flau vient avec une proposition qui, d'une part, est totalement périphérique, puisque ça n'a rien à voir avec les missions centrales de l'école, et qu'en plus, il existe déjà des cours d'ouverture à la langue et à la culture, notamment arabe,
qui résultent d'accords de coopération entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et les écoles qui le souhaitent. Donc, vous le savez ou pas, mais en tout cas, il est important que notre téléspectateur le sache. Aujourd'hui, il est tout à fait possible pour une école d'obtenir des cours d'arabe pour les élèves qui le souhaitent, des cours entièrement financés par la collectivité, tant en primaire qu'en secondaire, en dehors des mosquées, puisque c'est bien l'argument qui est retenu par M. Flao qui émet cette proposition. Donc il est tout à fait possible de les obtenir pendant le temps de midi, à 16 heures, un peu après les cours, qui sont entièrement financés et qui permettent à l'élève qui le souhaite d'apprendre l'arabe et d'avoir une ouverture sur sa culture. Donc rien de neuf. Alors on va parler d'UCLE. Là vous avez décidé, il y a quelques mois, de vous consacrer plutôt à la Fédération Wallonie-Bruxelles, et donc à l'enseignement notamment, plutôt qu'à la commune d'UCLE. Et donc vous avez décidé que vous ne seriez pas tête de liste alors que c'était prévu à UCLE. Vous serez donc numéro 2 derrière Emmanuel Debock. Peut-être, enfin on verra ce que le comité des sages décidera. Voilà, mais pourquoi se présenter au communal si vous décidez de choisir la Fédération Wallonie-Bruxelles? Alors d'abord, je n'ai pas décidé de me consacrer aujourd'hui à la Fédération Wallonie-Bruxelles au détriment d'UCLE. Donc je continue à exercer les deux fonctions parallèlement. C'est chronophage, c'est compliqué. Je suis philosophiquement contre le cumul, mais j'ai pris la décision, indépendamment de tous les vents nouveaux qui soufflent et indépendamment des prises de position très fermes de mon parti Défi sur le sujet. J'avais déjà auparavant des opinions très très nuancées sur le cumul. Alors effectivement, ne pas se présenter en tête de liste, c'est issu d'une réflexion. À la fois, il est important pour les électeurs, pour les citoyens, d'avoir une échevine qui défend son bilan, mais à la fois, je trouve qu'il faut quelqu'un qui soit honnête avec eux. Alors aujourd'hui, si je dois choisir, je choisirais plutôt de rester députée. Je ne suis députée que depuis 3 ans et demi, plutôt que de rester échevine, puisque je suis échevine depuis 10 ans. Et je pense qu'il y a une certaine usure et qu'il y a des jeunes qui attendent et qu'il est important que le personnel politique se renouvelle. Donc j'ai pris cette décision parce que je trouve qu'il n'est pas cohérent quand on a plutôt envie de se consacrer à son boulot de parlementaire à partir de juin 2019, de se présenter en tête de liste comme étant le futur des UCLois. Quant à votre question, eh bien, il me semble qu'il n'est pas, qu'il n'est pas honteux de se présenter, de continuer à jouer un rôle à UCLE et de défendre le bilan de ces 10 dernières années comme échevine de l'enseignement à UCLE. Merci Joëlle Maison, on se retrouve demain avec une autre interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous. Merci à vous.